Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Bel-Oeil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ici Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal et aujourd'hui je suis vraiment excitée parce qu'on va entamer la deuxième moitié de mon top 100. Donc en fait aujourd'hui on est rendu au numéro 50 à 41 et c'est excitant parce que plus on approche en fait du top 10, bien plus c'est des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Fait que j'ai vraiment hâte de vous en parler et on commence ça tout de suite. Donc, en position 50, c'est un jeu qui a été un immense coup de cœur quand je l'ai découvert. Ça a vraiment été un peu une révolution dans son style. Je pense que c'est peut-être un des premiers, ou en tout cas, celui qui me le fait le plus accrocher dans la mécanique des Engine Builder. Et c'est un jeu de Vladimir Suchý, donc vous l'aurez deviné pour certains, il s'agit de Underwater Cities. Donc il se passe quand même de présentation. Ma boîte est pas mal abîmée, c'est comme ça que je me l'étais procuré en fait quand il est sorti parce que quelqu'un le vendait à cause qu'il avait abîmé sa boîte, donc je l'ai eu pas cher puis quand il y en avait plus nulle part. C'est pas grave, ça n'empêche pas que le jeu se joue très bien. Mais bref, il se passe de présentation. Underwater Cities, c'est un jeu qui se passe sous l'eau. On essaie de construire notre ville sous-marine. Et là, ben, on a des dômes qu'on peut placer sur notre ville. C'est vraiment intéressant. On essaie de construire, en fait, des genres de fermes qui vont nous rapporter des ressources, donc différents types de ressources selon les différentes sortes de bâtiments qu'on va construire autour de nos villes. On essaie d'optimiser notre construction de tableaux devant soi. Et pour faire ça, en fait, on doit sélectionner des actions sur le plateau. Donc, il y a des actions de différentes couleurs et en main, on va avoir des cartes de différentes couleurs avec des actions marquées dessus. Quand on sélectionne une action qui a la bonne couleur, donc la même couleur qu'une des cartes qu'on a en main, bien en fait, quand on va jouer l'action et la carte, on va pouvoir faire les deux. Tandis que quand on sélectionne une action qui n'a pas la même couleur que la carte qu'on doit jouer en même temps que faire une action, mais à ce moment-là, on ne peut pas faire l'action de la carte, on fait seulement l'action du lieu. Donc, ça amène à tout plein de réflexions et de tout plein de gestion de main pour pouvoir faire les tours les plus optimisés possible. Puis c'est vraiment intéressant, même que pour certains, ça a été un Terraforming Mars killer. Pour moi, c'est peut-être le cas, peut-être pas. On verra plus tard dans le top. Mais bref, un solide jeu de Vladimir Suchý et c'est Underwater Cities. En position 49, c'est un jeu qui va jouer énormément sur ma nostalgie parce que c'est un jeu en fait basé sur une licence d'une série télévisée qui était très populaire dans les années fin 90, début 2000 et qui m'a suivi tout au long de ma jeunesse et dont j'étais vraiment fan. Et c'est Buffy contre les vampires et le jeu, parce qu'il y en a quelques-uns inspirés de cette licence-là maintenant, c'est Legendary Buffy contre les vampires. Donc la majorité d'entre vous, vous connaissez le Legendary classique qui est basé sur les personnages de Marvel. Ensuite, ils en ont fait tout plein. Je pense qu'ils ont fait Aliens, ils ont fait James Bond récemment également. Fait qu'ils en ont fait vraiment à toutes les sauces. Mais bref, la mécanique de Legendary reste assez semblable entre chaque jeu. Donc, c'est un jeu de deck builder coopératif où on va essayer de battre un gros méchant. Et là, ben, en fait, on va s'acheter des cartes qu'on va acheter dans notre main qui sont des personnages, des séries concernées. Et là, ben, on va combattre des méchants de cette série-là. Mais on a vraiment un gros méchant
méchant qui, lui, a un plan machiavélique là, pour mettre fin au monde et son plan va s'activer au courant de la partie. Il y a plein de conditions de défaite. C'est pas un jeu qui est facile à jouer. C'est peut-être ça qui le rend aussi bon. Fait que ça demande vraiment là d'optimiser comment est-ce qu'on va jouer nos tours, tout ça. Il y a des façons que ça soit vraiment très, très difficile comme partie. Puis dans Buffy, en fait, il rajoutait une autre mécanique qui est intéressante, qui est la mécanique là, de l'échelle où on peut aller dans le dark comme on peut aller dans la lumière. Et selon où on se ramasse, ça affecte les cartes dans le jeu. Donc ça, c'est une nouvelle mécanique qu'il n'y avait pas dans les autres Legendary, qui est très intéressante. Et bref, ben c'est un super bon jeu. C'est pour ça qu'il est dans ma position 49 et c'est Legendary Buffy contre les vampires. En position 48, c'est un gros jeu. Un gros jeu par sa taille, parce qu'il est volumineux, il prend beaucoup de place. C'est un projet que j'ai financé sur Kickstarter il y a quelques années et que j'ai reçu il y a à peu près 1 an ou 2. C'est un Eurogames qui arrive pas souvent que je vais backer sur Kickstarter, mais celui-là. Mais Eurogame, c'est un jeu de placement de tuiles, en fait, de gestion de ville où on va se construire une ville devant soi et c'est Suburbia Collector Edition de Bezier Games. Donc, c'est ça, on construit notre ville avec des tuiles, on essaie d'optimiser notre ville. Donc, en déposant les tuiles, ça va nous faire augmenter des fois notre revenu, donc combien on va générer d'argent par tour. Ça va augmenter aussi notre population. Des fois, ça va augmenter d'autres critères qui sont pas tout à fait positifs. Donc, selon où on positionne la tuile, on la met adjacente à quel autre type de tuile, quel autre type de tuile est-ce qu'on a en jeu dans notre ville, mais aussi est-ce qu'on a en jeu pour tous les joueurs qui vont influencer notre partie à nous. C'est un casse-tête super intéressant, très, très mental. C'est vraiment, c'est ça. Un casse-tête, c'est le bon mot, mais c'est vraiment super le fun à jouer. C'est stimulant. Puis en plus de ça, ben dans la version collector, t'as toutes les extensions, plus des extensions qu'ils ont créées pour le Kickstarter. Donc, tu t'ennuieras pas avant un bon bout. Puis c'est pour ça qu'il est dans ma position 48 et c'est Suburbia Collector Edition. Position 47, un jeu d'une de mes compagnies favorites et en plus qui a été designé par une femme, donc What's Not to Like. Et c'est un jeu qui a été très très difficile à se procurer. Donc là, la plupart des gens, vous savez déjà de quel je parle, mais je parle de Wingspan qui a été designé par Elizabeth Hargrave et qui est un jeu, encore une fois, de construction d'engins, donc d'engine builder, où on va essayer d'optimiser notre plateau devant soi en essayant de collectionner des oiseaux. Non seulement c'est super beau, mais c'est hyper fluide comme jeu. C'est un jeu de la compagnie Stonemaier Games, donc on sait que la qualité dans la boîte est assez exceptionnelle, mais la qualité du gameplay aussi est vraiment surprenante. Donc, on va essayer d'optimiser dans quelle région on va placer nos oiseaux, comment on va les placer. Certains vont nous procurer des bonus tout au long de la partie selon les actions qu'on va faire. Certains nous procurent des bonus tout de suite, d'autres à la fin de la partie. On essaie d'optimiser comment on va faire des points tout au long de cette partie-là, justement, pondre des œufs sur nos cartes, tout ça. Bref, c'est vraiment intéressant, c'est super bon, c'est d'une belle profondeur, mais également d'un beau niveau d'accessibilité pour les nouveaux joueurs aussi. Donc, c'est vraiment le fun parce que ça va marier, en fait, à peu près tous les types de joueurs dans un jeu qui est fantastique. Et c'est pour ça qu'il se retrouve en position 47 et c'est Wingspan. En position 46, c'est encore un jeu d'une compagnie que j'affectionne beaucoup, mais il y en a beaucoup de compagnies que j'affectionne dans le fond, donc ça devient un peu plus dur à savoir lequel, mais là c'est un jeu avec des figurines et c'est un jeu de dungeon crawler, mais contrairement à la majorité des dungeon crawlers qu'on connaît, celui-là c'est un jeu de dungeon crawler qui est compétitif, donc chaque joueur joue un contre l'autre et c'est Arcadia Quest. Donc Arcadia Quest qui est quand même un plus vieux jeu de Cool Mini or Not qui a été designé entre autres par Eric Lang que j'affectionne et dans Arcadia Quest, ben comme j'expliquais tantôt, on va jouer tous les personnages contre. Donc, chaque joueur va s'affronter dans un tableau où il va y avoir également des monstres qu'on va affronter.
Et c'est un jeu qui joue en campagne de 4 parties qu'on va sélectionner. Il y a 4 ou 5 parties, je suis plus trop certaine, mais on les sélectionne dans un livre de scénario. Et là, c'est ça, on joue les scénarios un à la suite de l'autre et à la fin, on peut déterminer lequel est le vainqueur parmi les joueurs. Donc, ça se joue sur plusieurs soirées ou en une journée complète si jamais on est vraiment motivé. Mais bref, le gameplay est vraiment intéressant, c'est sympathique, c'est dynamique, ça change des dungeon crawlers qu'on connaît habituellement. Puis aussi, les figurines sont de belle qualité, c'est de style chibi aussi, ce qui donne un petit look encore une fois un peu funny. Fait que c'est un solide jeu. Maintenant, il y a son cousin que j'ai pas encore eu la chance d'essayer, mais qui est Starcadia Quest, donc qui se passe dans l'espace. Mais peu importe la copie que vous choisissez, c'est un excellent ajout à votre collection. C'est pour ça qu'il est dans ma position 46 et c'est Arcadia Quest. En position 45, c'est un jeu euro, un jeu qui est magnifique, qui est élégant dans sa façon de jouer, qui se renouvelle en fait versus les autres jeux de placement d'ouvriers et gestion de ressources. Celui-là a des mécaniques qui sont assez uniques puis qui le rendent très intéressant. Et c'est Gugong. Donc, dans Gugong, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller influencer les puissantes familles chinoises pour pouvoir se hisser à la tête, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des cartes cadeaux dans les mains et ce qu'on essaie de faire, c'est d'offrir des cadeaux en échange de services. Donc, il y a des cartes posées sur le jeu à côté de chacune des actions possibles. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser les cartes qu'on a en main et échanger une carte qu'on a en main contre une carte de plus petite valeur sur le jeu pour pouvoir réaliser l'action. Donc, ça nous demande une gestion qui est peu commune dans ces jeux-là. Il y a plusieurs façons de faire des points de victoire. Il y a plusieurs voies, en fait, vers là. C'est vraiment intéressant. Puis, il y a un petit système dans ce jeu-là que peu importe les actions que tu fais, tu vas avancer ton émissaire sur une échelle pour pouvoir aller rencontrer justement les gouverneurs ou je sais plus trop quoi dans le jeu. Mais bref, tu vas les avancer sur une échelle tout au long de la partie. Et si jamais à la fin de la partie, tu t'es pas rendu, mais t'es pas éligible à remporter la partie. Donc, il y a également cette course-là à faire en plus de ramasser des points de toutes sortes de façons différentes. C'est un excellent jeu. C'est super beau, comme je disais au début. C'est élégant dans sa façon de jouer. Bref, c'est solide. C'est pour ça que c'est en ma position 45 et c'est Gugong. En position 44, c'est un jeu basé sur un univers que j'affectionne particulièrement. J'en ai plusieurs dans ma collection, donc vous le savez, c'est dans l'univers de H.P. Lovecraft. Et c'est le jeu, en fait, The Game, Arkham Horror de Fantasy Flight Games, la 3e édition. Donc, dans la 3e édition, ils ont vraiment réinventé le jeu. Dans le fond, ils ont changé plusieurs mécaniques. En fait, ils ont changé du tout au tout. Plutôt que d'avoir la ville d'Arkham dans laquelle nos investigateurs vont se promener, on va avoir vraiment un scénario spécifique qui va être construit de tuiles qu'on va relier ensemble par des chemins. Les monstres qui étaient des standees auparavant, là, sont même pas, c'était des cartons, en fait, des cartons carrés, là, qu'on revirait pour avoir les statistiques. Maintenant, ça a été remplacé par des cartes et où on choisissait avant un grand ancien qu'on devait affronter durant la partie. Mais là, c'est des scénarios un peu plus scriptés qu'on va devoir essayer de résoudre tout au long de la partie. On sait pas au début de la partie ce qu'on a à faire pour pouvoir la remporter. C'est au courant de la partie, plus on révèle des cartes, tout ça, qu'on comprend qu'est-ce qu'on a à faire dans le scénario pour pouvoir le gagner. Et c'est vraiment intéressant. Dans la boîte de base, il y en a 4, mais il y a déjà plusieurs extensions qui sont disponibles pour ce jeu-là. Puis ça reste toujours aussi intéressant, aussi coupe-gorge. C'est pas facile de remporter une partie, c'est pour ça que c'est aussi bon. Et c'est pour ça que c'est dans ma position 44 et c'est Arkham Horror, la 3e édition. En position 43, c'est un excellent jeu d'un auteur que j'aime énormément, c'est John D. Clare. J'en ai déjà présenté 2 durant mon top 100, donc vous devez vous douter de quel jeu il reste à présenter. Et c'est avec une mécanique qui est intéressante et qui est pas connue ailleurs que dans ses jeux à lui pour l'instant, et c'est le Card Crafting System. Donc, ça ressemble beaucoup au deck builder où on va aller en fait se construire un paquet de cartes, l'optimiser durant la partie pour faire le plus d'actions possible. Sauf que dans celui-là, à la place de construire notre
paquet de cartes, on va construire directement nos cartes. Donc, le magasin va être en fait des sections de cartes qu'on va pouvoir acheter, qu'on va pouvoir rajouter dans nos cartes qui sont dans des sleeves. Donc, on va glisser les améliorations dans les sleeves et plus la partie va avancer, plus nos cartes vont être de plus en plus fortes parce qu'on va pouvoir avoir rajouté jusqu'à 3 améliorations sur une carte. Non seulement ça, mais l'univers est très, très, très beau. Les cartes, l'art là-dedans, c'est vraiment magnifique. Puis c'est super le fun. Les mécaniques sont vraiment intéressantes. Donc, il y a un système où on essaie de pas s'éliminer avant notre tour parce qu'on doit placer un certain nombre de cartes devant nous. Mais sur les cartes, il y en a certaines qui ont des symboles qu'on dit qui font spoil. Je sais pas trop comment le dire en français, mais bref, qui sont pas très bons. Et quand on en a ramassé un certain nombre devant nous, ben à ce moment-là, on passe notre tour. Donc, on a explosé un peu, donc on peut pas faire notre tour, on peut pas acheter d'autres cartes, faire des points, quoi que ce soit. On est éliminé. Donc, un système de push your luck où on décide, est-ce que je révèle une autre carte pour avoir plus de cartes en jeu, donc plus d'actions ce tour-ci, ou est-ce que j'arrête parce que j'ai trop peur justement d'exploser? Et ça, c'est un système qui est vraiment cool. En plus de ça, on peut acheter des territoires qu'on va placer devant soi, qui va nous ajouter des bonus passifs, des points de victoire à la fin de la partie. Plein de choses. Fait que c'est hyper complet. Puis ben, si vous en avez pas assez avec le jeu de base, il y a une tonne d'extensions de disponibles. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve en position, je pense qu'on est rendu à 43 et c'est Mystic Vale. En position 42, j'ai encore une fois un excellent jeu de cartes, un jeu coopératif. Je pense que ça va être le thème un peu de ce top-là parce qu'on a présenté Legendary Buffy un peu plus tôt. Et c'est un jeu, ben c'est ça, qui joue en équipe où on essaie de défier un vilain et on incarne des mages et le jeu c'est Aeon's End. Donc, il y a plusieurs boîtes de disponibles, plusieurs séries de Aeon's End. Celle-là, c'est la boîte de base en français. Mais dans tous les cas, on incarne des mages et ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de défier une némésis, donc un monstre qui est pas fin, qui va jouer des cartes méchantes, qui va invoquer d'autres petits monstres qui vont nous attaquer. On essaie de protéger notre ville de Gravehold, de justement ces monstres-là, de cette némésis-là, tout en essayant de la défier. Donc, c'est un équilibre parce que si Gravehold finit par mourir, on meurt. Sinon, on essaie de défier la némésis. Nos mages, il y a plein de systèmes qui sont hyper intéressants et innovateurs. Donc, entre autres, le fait que on brasse jamais notre paquet de cartes. Ce qui veut dire que quand on joue des cartes dans nos mains, on va décider dans quel ordre on les défausse. Comme ça, quand on n'a plus de cartes en main, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre défausse, on va simplement la flipper et la remettre du côté de notre pioche. Donc, c'est vraiment nous qui va choisir dans quel ordre on va piocher nos cartes, ce qui est vraiment intéressant. Notre système, c'est qu'on va préparer des sorts devant nous sur des brèches, en fait. Et durant le jeu, ben, on va pouvoir ouvrir de plus en plus de brèches, plus on devient fort et tout ça. Donc, il y a plein de systèmes vraiment intéressants. Notre personnage a un pouvoir spécial vraiment fort qui se déclenche quand on a amassé assez de pouvoir. Donc, dans nos tours, il faut qu'on décide, est-ce qu'on dépense notre argent pour s'acheter des nouvelles cartes? Est-ce qu'on dépense notre argent pour pouvoir augmenter notre pouvoir? Est-ce qu'on dépense notre argent pour ouvrir des brèches? On a plein d'options. C'est vraiment intéressant. C'est super bon et ça a un très, très bon niveau de difficulté. Donc, c'est pour ça que c'est dans ma position 42 et c'est Aeon's End. En position 41, c'est un autre Eurogame. C'est un jeu qui est encore une fois magnifique, très fluide, qui est élégant aussi. Et c'est une réédition d'un vieux jeu, mais ils l'ont réédité de 2 façons différentes. Et c'est Brass Birmingham dans mon cas. Donc, il y a aussi Brass Lancashire, quelque chose comme ça. Je le dis tout croche, je m'excuse. Mais bref, dans Brass, on va essayer de gérer un peu notre économie. C'est super intéressant. Donc, ça va se passer en 2 phases. On a la phase des canals où on envoyait toutes les ressources par bateau. Et ensuite, on a la phase des rails où là, c'est par les trains que ça allait. Ça va affecter comment est-ce qu'on va jouer sur la carte.
Et sur la carte, on essaie de développer nos industries. Tout ça, c'est un jeu qui est économique où on va essayer de faire un réseau assez intéressant pour pouvoir apporter des ressources, pour pouvoir construire d'autres choses. On essaie d'influencer les gens, on échange des barils de bière, tout ça. C'est très intelligent comme jeu, c'est beau, c'est encore une fois comme je disais élégant dans les types de jeux économiques, c'est vraiment, je vous le recommande fois 1000 si vous aimez ce style de jeu-là. C'est un jeu vraiment de niveau un peu plus avancé celui-là. Pas que les règles sont hyper difficile, mais l'application des règles, comment est-ce qu'on va jouer le jeu, comment on va essayer de faire nos tours, peut être assez complexe. Donc, je recommande quand même un niveau un peu plus avancé pour les joueurs, mais c'est atteignable pour tout le monde et c'est excellent. Et c'est pour ça que c'est dans ma position 41 et c'est Brass Birmingham. Et voilà, c'est ce qui met fin à la 6e partie de mon top 100. Donc, j'espère que t'as aimé ça. Dis-moi en commentaire si tu as des jeux, en fait, que tu aimerais en savoir un petit peu plus dessus ou si on a des jeux qu'on a en commun dans notre top. Et si tu as aimé la vidéo, ben n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à t'abonner aussi, à sonner la cloche pour pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne régulièrement. Et d'ici là, je te souhaite une super belle journée et à la prochaine!